Je remercie les membres de la Société marocaine de cardiologie de m'avoir invité pour animer cet atelier sur l'hypertension artérielle à travers un cas qu'on a reçu à l'hôpital militaire de Meknes. La prévalence de ce diagnostic a largement été sous-estimée, mais actuellement, ça représente à peu près 10% des étiologies de l'hypertension artérielle. Alors, c'est un patient âgé de 42 ans qui n'a pas d'antécédent pathologique particulier et qui a comme seul antécédent familial une mère hypertendue. Comme facteur de risque cardiovasculaire, il a un tabagisme actif estimé à 16 paquets année et qui, depuis 2 ans, présente des signes neurosensoriels avec des céphalées et des bourdonnements d'oreilles. Et il rapporte aussi une faiblesse musculaire. L'examen clinique trouve une tension artérielle aux alentours à 195 mm de mercure de systolique et 110 mm de mercure diastolique au niveau des 2 bras. L'auscultation cardiaque est normale, les peaux périphériques sont présents et symétriques et le reste de l'examen somatique est sans particularité. Alors, son électrocardiogramme montre une hypertrophie ventriculaire gauche avec des troubles de la repolarisation secondaire. La radio pulmonaire de face, elle est normale et l'échographie du cœur montre une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique, une cinétique normale du VG et une fraction d'éjection normale. Donc, comme vous voyez ici, une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique sur la parasternale gauche grand axe. Dans le bilan initial, sa fonction rénale elle est normale, il a 10 mg par litre. Il a une microalbuminurie de 24 heures positive. Son fond d'œil ne présente pas de rétinopathie hypertensive. Et l'ionogramme trouve une hypokaliémie à 2,85 mmol par litre. Alors, on est devant un patient jeune de 42 ans qui a une hypertension artérielle sévère avec une hypokaliémie. Comme on sait tous, la principale étiologie de l'hypertension artérielle, c'est l'hypertension artérielle essentielle. Mais quand on a un signe qu'il soit clinique et, dans ce cas, biologique, une hypokaliémie, on a le droit de rechercher et de suspecter une hypertension artérielle secondaire et notamment un hyperaldostéronisme. Alors, cette association hypertension artérielle avec hypokaliémie, ça c'est une étude qui a été faite sur 1125 patients et on trouve dans 7% des cas d'hypertension artérielle essentielle qui ont une hypokaliémie. Dans le cas de l'adénome de Cohn, seulement 48% ont une hypokaliémie et dans le cas de l'hyperplasie bilatérale, seulement 16,8%. Ça nous montre que ce ne sont pas tous les adénomes de Cohn qui ont une hypokaliémie, donc on peut facilement passer à côté d'un adénome de Cohn si on n'a pas d'hypokaliémie. Alors chez notre patient, pour nous aider à l'interprétation des examens biologiques ultérieurs, on a demandé un ionogramme urinaire et qui montre une natriurèse diminuée avec une hyperkaliurèse. Alors, dans le cadre de cet hyperaldostéronisme primaire, on va penser à soit un adénome de Cohn, soit une hyperplasie bilatérale des surrénales, soit un carcinome surrénalien. Mais chez qui faut-il suspecter cet hyperaldostéronisme primaire? Chez les patients qui ont une hypertension artérielle sévère ou bien résistante, mais il faut savoir que chez les patients qui ont une hypertension artérielle résistante, seulement 20% ont une hypokaliémie. Un hyperaldostéronisme, pardon. Alors, chez les patients qui ont une hypertension artérielle avec une hypokaliémie, on a le droit de rechercher une étiologie secondaire. Chez les patients qui ont une hypertension avec un incidentalome surrénalien et un patient qui est hypertendu avec des antécédents familiaux d'hyperaldostéronisme primaire et chez les patients jeunes, moins de 50 ans, qui ont fait ou bien qui ont présenté un accident vasculaire cérébral et aussi chez les enfants et chez les adolescents non obèses. On rechercha surtout chez les femmes qui ressentent une fatigue, qui présentent une faiblesse musculaire, qui ont des constipations et surtout un syndrome polydipsique. Alors, quand on suspecte un hyperaldostéronisme primaire, on a deux choses. Soit faire un examen morphologique à la recherche d'une tumeur surrénaliale ou bien confirmer l'hypersécrétion de l'aldostérone par le bilan hormonal.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le scanner ou bien on fait le bilan hormonal. Mais comme a dit tout à l'heure le professeur Abir, normalement, on commence par le bilan biologique pour confirmer l'hyperaldostéronisme et après, on fait les examens morphologiques. Mais avant de faire ce dosage d'aldostérone, il faut arrêter les médicaments pour la spironolactone, les pléronol pendant 6 semaines et 2 semaines pour les bêta-bloquants, les IEC, les ARA2 et les diurétiques. Il faut corriger l'hypokaliémie et avoir un régime normosodé. On va voir tout ça après. Et le prélèvement doit être fait surtout le matin et doit être conservé à température ambiante. Alors chez notre patient, on a fait le bilan biologique et qui a montré une activité, une aldostérone plasmatique élevée avec une activité de la rénine plasmatique diminuée, donc un rapport aldostérone sur activité de la rénine effondré. Bon, il y a certains médicaments, comme on l'a dit tout à l'heure, qui interfèrent et qui peuvent donner des faux positifs et des faux négatifs, notamment, comme on a vu, les bêta-bloquants, les IEC, les inhibiteurs de la rénine, mais aussi, il faut avoir un potassium normal, un régime normosodé. Alors, dès qu'on a ce rapport aldostérone sur activité de la rénine plasmatique élevée, il faut confirmer par un test de surcharge en sel, et tout ça pour éviter les faux positifs qui peuvent être liés à une rénine basse. Et donc, chez notre patient, on a donné 2 litres de sérum salé à 0,9% en 4 heures, et on a dosé encore une fois l'aldostérone, et si l'aldostérone est inférieure à 5 nanogrammes par décilitre, l'adénome est peu probable, alors que si c'est supérieur à 10 nanogrammes par décilitre, il est fort probable. Et c'est une technique qui a une sensibilité à 90% et une spécificité à 84%. On passe au bilan morphologique. Après avoir confirmé l'hypersécrétion de l'aldostérone, on passe au bilan morphologique, le scanner. Mais le scanner ou bien l'IRM ne suffisent pas parce qu'il sous-diagnostique la cause de l'hyperaldostéronisme primaire dans 37,8% des cas. Alors, chez notre patient, il faut normalement compléter par un cathétérisme des veines surrénales. C'est une technique qui est difficile et avec un risque de rupture de veines surrénaliennes et normalement qu'on ne fait pas dans tous les centres. Chez notre patient, on a fait le scanner et qui montre cet adénome, ce nodule surrénalien gauche de 10 mm. Donc on l'a proposé. Ça marche pas. Oui. Alors pour le traitement de cet hyperaldostéronisme, c'est soit la chirurgie pour l'adénome de cône ou bien les anti-aldostérones pour l'hyperplasie. Chez notre patient, il a été opéré, ça c'est la pièce opératoire, et après avoir été opéré, on a demandé l'examen anapath et nos anatomopathologistes ont confirmé la nature bénigne de cet adénome. Alors pour résumer, quand on a une histoire clinique, surtout chez une femme qui présente une fatigue, une faiblesse musculaire, un syndrome polyuropolytypsique et une constipation, avec une hypertension artérielle, qu'elle soit récente ou ancienne, on demande un bilan biologique, notamment un ionogramme pour voir est-ce qu'il y a une hypokaliémie, une aldostérone et la rénine pour voir s'il y a un rapport qui est élevé. Et si on va aussi sur ce schéma, quand le rapport il est élevé, on confirme le test par le test de surcharge en sel et après on fait les examens morphologiques, que ce soit le scanner ou l'IRM. Et c'est-à-dire quand on sélectionne les patients qui vont être opérés pour un adénome de cône, il faut normalement faire un cathétérisme des veines surrénales pour confirmer la latéralisation de l'hypersécrétion de l'aldostérone. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste vous demander quelques mises au point. D'abord, je vous félicite pour votre exposé qui est clair et net. Vous avez été à la bonne vitesse, hein, et ça ne m'étonne pas de votre part, je vous connais bien. Hein.
Ah, je voulais d'abord, comme ça, à titre anecdotique, vous demander est-ce que tous ces examens ont été faits à Meknès? Alors, bon, on a triché un peu parce que tout ce qui est l'aldostérone et l'activité de l'araignée plasmique ne se font pas dans notre hôpital à Meknès. Donc, on a fait les prélèvements, on les a envoyés à un laboratoire à Casablanca, mais entre-temps, on a fait le scanner. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, les mises au point. Je voulais que vous fassiez 3 mises au point. La première, pourquoi la constipation dans ce tableau clinique? D'accord? Deuxième mise au point, ce malade avait une tension artérielle assez élevée. Vous avez arrêté tout pour pouvoir faire correctement vos dosages. Est-ce que vous ne l'avez pas mis quand même aux inhibiteurs calciques, par exemple? On l'a mis sous inhibiteur calcique. Et on a eu des tensions. Pardon. On a eu d'ailleurs avec Sadia des malades qui avaient un adénome et donc surrénalien pour une hypertension, sur une hypertension. Et donc on a fait dans un premier temps l'IRM qui n'avait rien montré et c'est le scanner effectivement qui avait mis. Mais le problème s'est posé avec le chirurgien pour moi. Je voulais qu'il fasse une résection uniquement de la tumeur, mais il a enlevé toute la surrénale. Est-ce que c'est ce qui s'est passé aussi? C'est la surrénale qu'on a vue sur l'image, c'est toute la surrénale. Mais c'est pour cela que je vous pose la question. Ils font ça par la paroscopie. Ils ne veulent pas. Alors, à mon tour, je vous félicite pour votre présentation. Votre cas est extrêmement typique d'un adénome. Aussi bien sur le plan biologique simple, l'inversion du rapport sodium-potassium est très évocatrice d'adénome. Et dans un cas comme ça, en fait, vous faites votre diagnostic avec les dosages hormonaux et le scanner. On n'a pas besoin de KTVR. Bon, vous avez cité toutes les techniques, c'est bien, mais on n'a pas besoin de... C'est dans les cas litigieux. Donc, diagnostic hormonal, c'est diagnostic positif. Topographique, c'est le scanner, vous avez tout ce qu'il faut. Pour ce qui est de la question de M. Arabi concernant l'adénomectomie, c'est vrai que dans la série que nous avons, il y a des patients qui ont pu avoir une simple adénomectomie. Je pense que c'est inhérent à la technique du chirurgien d'une part, mais il y a aussi parfois des cas très, très particuliers où on trouve plus qu'un adénome. J'ai parmi la série une dame, on voulait faire l'adénoctomie et en péropératoire, le chirurgien a vu que c'était pas ça. Et il y avait 3 adénomes sur la même surrénale. Il avait enlevé la surrénale. Mais c'est vrai qu'un adénome est généralement unique et l'adénomectomie est suffisante. C'est que le chirurgien a plus de facilité à faire une surrénalectomie qu'une adénoctomie. D'autant plus que ça se fait par la paroscopie. Ils ne veulent pas se casser la tête en allant chercher. Merci. Une belle observation, juste pour te demander. Quand vous avez perfusé 2 litres de sel, vous avez mis du loxène à côté ou pas? Sa tension était équilibrée sous inhibiteur calcique. Donc on était là, on surveillait, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Ça fait le libérer, est-ce que vous concluez là? La séance est terminée. Merci pour les conférenciers et merci pour la patience des auditeurs.